Je vais parler des idéologies à l'œuvre, de celles qui s'expriment, mais aussi de celles qui s'expriment moins, dans la Révolution corse. Alors, ce que je voudrais remarquer en préambule, c'est qu'on la voit souvent comme un tout. Et ça vaut pour la Révolution corse comme pour d'autres révolutions ou luttes de libération. On la voit comme un bloc, c'est ce que disait Clémenceau pour la Révolution française. La Révolution est un bloc, ce qui est un peu paradoxal s'agissant de gens qui se sont guillotinés entre eux. Mais l'idée est que le courant principal est toujours le même, bien sûr. C'est explicable, c'est juste d'ailleurs dans la mesure où tout groupe unifié dans la lutte contre un pouvoir extérieur, contre un occupant, ça vaudrait aussi pour la résistance dont on fête puisqu'on fête le 70e anniversaire de la libération de la Corse, on voit bien que là, il y a évidemment unité de la résistance, il y a en même temps lutte interne à la résistance, sur que faire après, bien sûr. Et ça vaut, à mon avis, pour toutes les révolutions, pour tous les mouvements révolutionnaires, à la fois unis dans l'immédiat et puis divisés sur l'organisation future du pays après la victoire. Et alors, parmi les révolutions du XVIIIe, une originalité aussi de la révolution corse, c'est qu'elle n'a pas eu de période de préparation idéologique intense, comme on parle parfois de précurseurs de la révolution, pour la révolution française, avec les philosophes, etc. Et il y a un moment où les idées nouvelles, on peut dire, l'ont emporté déjà dans l'opinion française, avant même que la révolution ne se fasse. Ce n'est pas le cas en Corse, puisque, au contraire, on commence par une révolte contre l'impôt, comme il y en a des milliers à cette époque-là dans le monde. Alors certains, évidemment, ont aussi une analyse de fond, mais c'est loin d'être une analyse répandue, diffusée, etc. Et donc c'est en acte que les Corses ont été d'abord révolutionnaires, en renversant par la force dans leur pays un pouvoir anciennement établi, qui donc, dans l'optique de l'époque, est un pouvoir légitime, voulu par Dieu. On est dans l'optique du droit divin qui est majoritaire, évidemment, à l'époque. Et on peut remarquer aussi que les groupes dirigeants et cultivés mettent plus d'1 an à entrer dans la révolte. Au début, en se justifiant du côté de Gênes, en disant « nous avons été obligés de nous mettre à leur tête, on l'a fait pour freiner leurs incursions désordonnées, etc. » Donc c'est la durée, c'est la faiblesse des deux belligérants qui va amener une radicalisation et puis ensuite une justification idéologique de cette révolte. Faiblesse des belligérants, donc je ne vais pas faire une histoire militaire bien sûr de cette guerre, mais les Génois n'ont pas la force de réoccuper la Corse entière, les Corses n'ont pas les moyens militaires de s'emparer des villes. Donc on a une situation un peu bloquée militairement. Alors dans une première étape, les Corses, ceux qui écrivent, disons, cherchent surtout à montrer à l'Europe qu'ils ne représentent pas un danger pour tous les pouvoirs établis, qu'au contraire, leur révolte ne vise qu'un État particulièrement tyrannique qui est Gênes, mais qui ne représente pas une menace pour la France ou pour d'autres grands États, bien sûr. On va le voir dans le détail. Ceci dit, leurs propos, même modérés, n'effaceront jamais la révolte de départ, et on le verra d'ailleurs avec l'intervention française. Pour des États fondés sur le droit divin, de toute façon, on n'a pas le droit de renverser un pouvoir en place, quel qu'il soit. Une deuxième étape, alors avec la période, disons, paoliste, marque un changement profond, puisqu'on va avoir l'affirmation que les peuples sont légitimement maîtres d'eux-mêmes. C'est dit chez Paoli pour le peuple corse, mais ça vaut aussi pour les autres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'un peuple au monde légitimement maître de lui-même. Donc là, on entre dans une autre idéologie qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus moderniste. Et la Corse, là, n'est plus présentée comme une exception, mais comme une avant-garde. Au fond, les Corses font les premiers, ce que les autres auront à faire aussi. Autre chose aussi qui a amené souvent à des erreurs, je pense, sur la vision de la Révolution corse, c'est qu'elle est opposée à des pouvoirs extérieurs, plus qu'à une aristocratie qui était déjà ou très affaiblie ou même détruite par Gênes. Donc elle n'a pas l'aspect radical qu'a pu prendre la Révolution américaine, encore moins la Révolution française. Et on y trouve les reflets surtout des Lumières du début du siècle. Et donc on a parfois du mal à reconnaître une pensée des Lumières, en plus dans une société particulièrement archaïque.
et j'en viens là à ce qui, je pense, a été une autre erreur à un moment donné, c'est que c'est vrai qu'on a souvent eu des révolutions du XVIIIe, une lecture, disons, étroitement marxiste, hein, d'un marxisme un peu économiste, c'est-à-dire l'idée c'est que les révolutions du XVIIIe sont bourgeoises. Bon, elles sont bourgeoises, elles viennent des limites que le système féodal aristocratique oppose au développement économique, au développement des échanges. Alors évidemment, à partir de là, si on est sur une vision figée de ce type, où est la bourgeoisie en Corse à l'époque? Bon, il n'y en a pas vraiment. Il y a des notables ruraux, mais qu'on ne peut pas mettre sur le même plan que la bourgeoisie française, par exemple. Et donc, on dira que ce n'est pas une vraie révolution. C'est, à mon avis, erroné, parce que c'est sûr que les idées des Lumières n'auraient sans doute pas pu naître en Corse, vu la situation sociale et économique. Mais une fois qu'elles existent, elles ont très bien pu y entrer. Les Corses cultivés, formés à l'extérieur dans l'esprit des Lumières, étaient suffisamment nombreux pour donner cette base idéologique à ce mouvement, hein, bien sûr. Et d'autre part, il y a peut-être eu une facilité au départ à faire des révolutions, si on peut dire, dans les endroits périphériques de l'Europe. Hein. L'historien Franco Ventur, il remarque, la tempête révolutionnaire ne commença pas au centre de l'Europe des Lumières, mais pour ainsi dire à ses marges, Corse, colonie américaine, révolte de Pugachev en Pologne. Donc au fond plutôt par ce qu'on pourrait appeler les maillons faibles du système ancien que par les maillons forts. Et si on tente de résumer l'esprit des Lumières, on y trouve d'abord l'idée du pouvoir de la raison en tant que puissance critique, c'est-à-dire qu'on a le droit d'analyser une situation, de la trouver satisfaisante ou pas, et de se révolter s'il y a lieu. Donc cela suppose que les choix politiques peuvent faire l'objet d'une décision des peuples concernés. Alors là, on a donc une rupture avec la vision absolutiste dominante, selon laquelle tout pouvoir établi est voulu par Dieu. Si on n'en est pas satisfait, on peut prier Dieu de le changer, mais on n'a pas le droit de se révolter. Pour la pensée des Lumières en général, hein, avec beaucoup de nuances, parce que d'un auteur à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, le pouvoir constituant du peuple crée l'état politique et il peut le changer. Et donc il est difficile de savoir si beaucoup de Corses de l'époque ont lu des textes, mettons comme ceux de Locke, qui présentent ces idées, mais en tout cas, ces idées sont dans l'air du temps. Ceux qui ont fait des études à Naples, comme Paoli, à Pise, à Rome, etc., les ont entendues, hein, sinon, même s'ils n'ont pas lu les livres. Alors, j'en viens maintenant donc au texte des Corses de l'époque, sur leur propre révolte. Assez vite, au bout d'un an ou deux, hein, on peut dire, les Corses, dans leur grande majorité, sont d'accord sur le rejet de Gênes. Hein. On ne veut plus de l'État génois. Bon. Mais c'est sur l'avenir que vont porter les divergences. Et on peut distinguer, à mon avis, au moins trois courants. Celui qu'on entend le plus, qu'on lit le plus, parce qu'il est constitué de notables cultivés, c'est un courant qui voudrait établir en Corse une société comme ailleurs en Europe, c'est-à-dire une société d'ordre avec une noblesse en particulier qui n'existe plus en Corse, mais qu'il s'agirait de recréer. Un groupe populaire viscéralement indépendantiste souhaite le maintien de modes de vie communautaires, et on le trouve en particulier en actes, parce que là, ça c'est par contre un groupe qui écrit peu, hein, qui est plutôt dans une tradition d'oralité. Et bizarrement, l'expression politique de ce courant, on va la trouver chez Rousseau, qui n'est jamais venu en Corse, mais que ses lectures ont quand même conduit à comprendre un certain nombre de choses. Et enfin, Paoli lui-même est plutôt à une position centrale d'équilibre de cette tendance dans une vision démocratique large, et il y ajoute une idéologie, disons, moderniste du développement. Alors, d'abord, les deux grands textes justificatifs de la Révolution corse, hein, que vous connaissez sûrement au moins de nom, le Disingano et la Giustificazione, vont dans le même sens. Hein, c'est qu'après le départ des Génois, il faudra introduire en Corse une vraie, disons, société européenne comme ailleurs. Alors, le Disingano, d'abord, hein, publié en 1736, fait le procès donc, du gouvernement génois, et il cherche surtout à convaincre les puissances européennes, notamment la France. Il ne soutient pas un droit universel des peuples à la révolte,
il admet, au contraire, l'auteur, donc le chanoine Natal, il admet la nécessité en général d'obéir à l'État, quel qu'il soit, quelle que soit la forme du régime. Cependant, il défend quand même l'idée que les gouvernements sont de création humaine. Et il trouve chez saint Thomas la notion d'exception tyrannique. On ne doit pas se révolter contre les gouvernements, mais exceptionnellement on peut quand le gouvernement devient une menace pour la survie même du peuple concerné. Donc là, le peuple est en quelque sorte en légitime défense. Et alors, à quoi reconnaît-on un pouvoir tyrannique ? Bon, il y a deux éléments. Il est illégitime par son origine et son exercice est insupportable au sujet. Et c'est le cas, selon lui, de Gênes. Et donc, quand les peuples doivent d'abord essayer de négocier, donc il considère que c'est ce qu'ont fait les Corses, ensuite, il ne reste plus qu'à supprimer un semblable tyran. Et alors, selon Natal, et donc, la population corse est détruite notamment par les homicides. C'est là qu'on commence à citer le fameux chiffre de 28 000 victimes d'homicides en 30 ans, qui est inexact, parce qu'on inclut dans les homicides les tentatives de meurtre, les violences, parce que 28 000 morts en 30 ans, la population aurait vraiment beaucoup baissé dans cette période, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, l'idée, c'est que l'autorité génoise ne réprime pas les meurtres et les encourage même, puisqu'ensuite, souvent, il y a des amnisties, elle recrute comme soldats les criminels, etc. Donc les Corses ne sont pas violents par nature, alors on peut retrouver des débats très actuels, ils ne sont pas violents par nature, mais en raison du contexte créé par la politique génoise. L'activité économique de la Corse a été empêchée, ses richesses pillées, etc. Et les Génois s'efforcent de maintenir les Corses dans une condition inférieure, malgré l'existence passée d'une noblesse ancienne qu'ils ont détruite. Et autre chose aussi qui est un thème fréquent de l'époque, les Corses exercent souvent de très hautes fonctions laïques ou ecclésiastiques dans d'autres pays, mais ils n'ont pas le droit de les exercer en Corse. Donc il y a là injustice flagrante. Et d'autre part, la présence génoise est illégitime, puisque la Corse est au départ une terre pontificale, elle dépend de la papauté, et c'est vrai qu'il y a eu au Moyen-Âge une confédération avec Gênes, mais les Corses l'ont fait comme alliés, dans le cadre d'un accord, et non comme sujets. Et on les a ensuite transformés en sujets, donc les conditions de l'accord de départ ne sont plus remplies. Et alors Natal, il dit qu'il se fonde sur la double autorité des théologiens et des légistes. Alors dans le premier cadre, il cite des textes religieux, bon, la Bible, Saint Augustin, Saint Thomas, Suarez. Il y a d'autres références, ce qu'il appelle les légistes, qui sont des écrivains de fin XVIIe ou du début XVIIIe, Locke, Grotius, Pufendorf, il ne les cite pas. Bon, il ne les cite pas parce qu'ils sentent le soufre d'un point de vue religieux. Grotius figure à l'index, alors il ne le cite pas, mais il lui emprunte une démonstration qui dit que la souveraineté tire son origine d'un pacte humain. L'objectif sous-entendu de ce pacte, c'est la paix et la survie, la sécurité. Et donc, une fois que ce pacte n'est plus respecté par le souverain, le peuple a le droit de s'en débarrasser. Et Natal y admet d'ailleurs l'aspect révolutionnaire de sa théorie en son temps, bien sûr. Et sur le plan de l'organisation sociale et politique, donc il insiste, je le disais tout à l'heure, sur le fait qu'il doit y avoir en Corse des groupes sociaux bien différenciés, des ordres, et en particulier un ordre de la noblesse. Et c'est d'ailleurs au nom de cette revendication que beaucoup de notables, au fond, se rallieront rapidement à la France au moment de la conquête, quand ils verront que la France vient cette fois pour rester en Corse et va anoblir un grand nombre de familles. Cependant, sous ces allures archaïques, ça c'est un aspect plutôt archaïque dans le XVIIIe siècle, cette revendication de noblesse, c'est quand même un texte révolutionnaire dans la mesure où il défend l'idée qu'on peut se révolter contre un pouvoir établi, contre un souverain. La justification, je vais passer plus vite parce que c'est à peu près la même argumentation présentée à l'envers, disons, puisque lui va, si vous voulez, structurer la chose. Au lieu de parler d'abord de la tyrannie et ensuite de la situation de la Corse, il dresse d'abord le tableau de la situation de la Corse et ensuite il en vient à des aspects plus théoriques. D'autre part, il y a eu 20 ans d'histoire entre les deux, et Gênes avait répondu au Disingano
Et donc la première justification répond à la réponse génoise. Il y a eu toute une série de débats. Et autre chose aussi, en 1758, dans la première édition, l'auteur Salvini se dit contraint de répondre aux calomnies génoises, donc c'est une réponse quand même individuelle. En 1764, il dédicace la réédition à son Excellence Monsieur Paoli, général du royaume et chef du Magistrato suprême de Corse. Donc le livre prend un caractère officiel et il présente d'ailleurs son contenu, ses idées comme des armes. Il emploie le mot armes, des armes tendues à Paoli dans une lutte idéologique. Et l'argumentation donc est proche de celle du Disingano. Gênes est tyrannique par absence de droit au départ et par un exercice du pouvoir qui écrase ses sujets. Et là encore, le grand argument, c'est la destruction de la noblesse que Gênes a voulu confondre avec le peuple le plus infime. Il dresse également un tableau beaucoup plus fort que le Disingano, parce que le livre est plus long, d'exemples précis avec la vénalité des juges, l'exploitation coloniale, l'usure, etc. Et il dit qu'il a tout vu de ses propres yeux. Autre chose aussi, il se réclame d'un certain libéralisme économique contre les limites que met Gênes au commerce corse. Et enfin, il s'appuie donc sur la théorie du droit naturel, et lui aussi dit que les peuples ont le droit de se révolter une fois qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont essayé de négocier pour assurer la conservation et la tranquillité de l'État, et pour pouvoir au bien public, on peut déposer le mauvais prince. Et il cite d'ailleurs habilement le fait que les Génois se sont débarrassés, eux, de la présence du roi de France à une certaine époque. Et il dit, si les Génois ont eu le droit de le faire contre les Français, nous avons le droit de le faire contre eux aujourd'hui, bien sûr. Et il en appelle aux puissances européennes. D'abord la papauté, les autres États qui doivent intervenir en Corse pour éviter une guerre européenne, et puis surtout la France. Alors là, c'est intéressant. Il suggère au roi très chrétien de nous accepter soit sous votre douce domination, soit sous votre protection. Donc il envisage déjà une présence française. Il l'envisage non pas sous forme d'annexion, mais sous forme d'une négociation entre la France et les Corses, qui conserverait l'organisation qu'ils se sont donnée. Donc finalement, c'est le choix opposé que fera la France monarchique en 1768, ce qu'on pouvait attendre d'une monarchie fondée sur le droit divin. On ne négocie pas avec des révoltés, on négocie avec l'ancien pouvoir, c'est-à-dire Gênes. Alors ces deux grands ouvrages donc, ont un contexte commun. Leur différence vient surtout de leur style. Bon, ça, je ne veux pas y insister énormément, mais enfin, un est beaucoup plus long et développé que l'autre. Il se veut exhaustif, tandis que le premier est clair et ponctuel, direct. Donc tous deux sont bien liés aux Lumières sous leur forme modérée, je crois l'avoir démontré, on peut en reparler éventuellement après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils élaborent un premier panthéon de héros corses. On peut remarquer qu'on y trouve les seigneurs chinarchesi, tous, qui se sont battus contre Gênes, mais on n'y trouve pas Sambucuccio. Donc on essaie d'éviter de traiter des problèmes socio-économiques. Bon, peut-être aussi qu'on élimine Sambucuccio parce que c'est lui qui a fait entrer Gênes en Corse sous la forme d'une alliance entre partis populaires des différents pays. Et la création d'une aristocratie est quand même une revendication dominante en Corse jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Paoli. Par exemple, en 1753, les députés de la nation demandent que l'on divise la nation en 3 ordres ou rangs, que le premier soit formé de premières familles, les plus anciennes et les plus aisées du royaume. Et c'est aussi la position du marquis de Cursay, envoyé du roi de France à la même époque, qui dit la Corse, aussi ancienne que tout royaume d'Europe, ne doit pas être le seul où tous les rangs sont confondus, il faut une noblesse, etc. Tandis que Paoli exprimera son désaccord total avec cette idée. Et on peut remarquer que dans les revendications, le grand thème de lutte en fait, des populations rurales qui sont la base de la Révolution, c'est-à-dire la reconquête des terres littorales qui ont été inféodées à des Génois, mais parfois à des Corses aussi, n'apparaît nulle part. Donc ce sont plutôt des textes qui restent sur le plan strictement politique des rapports de la Corse avec le monde extérieur, sans poser de problèmes économiques ou sociaux. Alors à côté d'un courant aristocratique et du courant
que représente Paoli, dont on va parler plus longuement, il y a aussi une idéologie à la fois populaire et liée à des traditions séculaires qui est repérable. Hein. Si vous voulez, dans la Révolution corse, il me semble qu'on trouve en permanence, en dessous souvent de ce qui est dit, un courant de type presque anarchiste. Hein. En 1729, d'ailleurs, les notables et Gênes parlent de mouvement populaire insensé. Il y a un an sans chef visible, où les gens, quand les Génois veulent négocier avec eux, disent qui est le chef, ils répondent nous sommes tous chefs, hein, c'est Moto Tegap. Hein. Bon. Donc cette vision, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais été exprimée clairement en Corse même dans des textes. Elle s'exprime en action quand même, hein, parce qu'il y aura même sous Paoli des attaques contre les propriétés de la plaine appartenant à des Corses, appartenant à des notables corses, que Paoli fait réprimer sans réprimer trop violemment, etc. On peut remarquer que Paoli aussi fera suivre longtemps par des troupes les Niulinki en transhumance, sans que les troupes les approchent de trop près pour autant, mais au cas où il y aurait des incidents entre bergers et cultivateurs. Hein. Donc il y a ce courant qui est massivement, je dirais, de population pastorale, hein, qui défend le mode de vie traditionnel, la vie communautaire, l'appropriation communautaire des terres. Alors bizarrement, cette vision, je disais, personne n'écrit de texte en Corse pour la défendre, mais elle affleure dans le projet de Rousseau. Alors Rousseau, doit-il tirer ce projet, puisqu'il n'a jamais mis les pieds en Corse? Il l'a tiré de ses lectures, Boutavogue lui a fourni un certain nombre de documents, de ses lectures et puis de rapprochement avec la Suisse d'autrefois, de 200 ou 300 ans avant, et puis de la logique de ses propres théories. Alors, 2 mots sur Rousseau, hein, on peut y revenir après si vous voulez. D'abord, c'est un texte inachevé qui n'a pas été lu à l'époque en Corse, hein, qui a été ignoré donc de ceux à qui il était destiné. Il s'appelle projet de constitution pour la Corse, mais ce n'est pas exactement un projet de constitution, ce sont plutôt des orientations générales. Mais les propositions qu'il fait visent à unifier le peuple corse, à lui donner des sentiments communs et à préserver un mode de vie égalitaire. Alors il y a quelques divergences aussi par rapport à la politique de Paoli, puisque Rousseau est tout à fait hostile à toute recherche d'un développement moderne. Quand on voit que Paoli crée ou renforce la monnaie, crée le port d'Île-Rousse, etc., Rousseau lui dit ne vous occupez pas du monde extérieur, vous n'avez pas de monnaie, tant mieux, hein, le troc c'est beaucoup mieux, etc. Donc Rousseau se situe clairement, lui, dans une vision archaïque de la vie économique. L'absence de commerce maritime, selon lui, est un bien aussi, et il juge préférable l'agriculture. La culture de la terre forme des hommes patients et robustes, dit-il, donc de bons soldats. Et autre chose aussi, aux impôts proprement dit, il préfère ce qu'il appelle les corvées, c'est-à-dire un travail commun. Dans la tradition corse de l'ayout ou de l'uparat, l'idée c'est plutôt que de payer des impôts, on donne des journées de travail pour les routes, etc. Et sur le plan social, il s'affirme favorable à la plus grande égalité possible. La loi fondamentale de votre institution doit être l'égalité. Et donc la destruction de la noblesse par Gênes, Rousseau dit, bon, c'est normal que vous vous en plaigniez parce que ça a été violent et sanglant, mais au fond, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux, ils vous ont débarrassé de ce problème. Donc n'allez surtout pas rétablir des privilèges abolis. Hein, vous avez la chance que ça ait disparu, n'y revenez pas. Et les Corses aussi, grande différence avec Natali et Salvini, qui disaient il faut faire comme ailleurs en Europe. Rousseau dit ne vous occupez pas du tout de ce qui se fait ailleurs, hein, ne comptez que sur vous-même. Donc il propose une Corse rustique, celle des pièves et de l'intérieur contre les villes. Il dit que les habitants des villes sont forcément esclaves ou mutins, jamais libres. Celle de la frugalité, donc contre la décadence, et aussi une Corse totalement décentralisée. Il dit à un moment donné, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de capitale du tout, que le pouvoir soit itinérant, qu'il change de piève, et puis après il dit quand même c'est un peu trop, mais surtout garder Corté comme capitale, parce que ça n'aura jamais un très grand développement. Tandis que les villes du littoral risquent de dévorer au fond toute la substance du pays. Et autre chose aussi, il s'agit de diffuser le sentiment patriotique de manière systématique, notamment par des cérémonies. Ainsi, il prévoit un serment solennel prêté par les hommes de plus de 20 ans qui deviennent citoyens
Et ensuite, il est prévu qu'on ne puisse devenir citoyen à part entière que quand on a une maison et au moins 2 enfants. Avant, disons, on n'a pas suffisamment à ses yeux de choses à défendre pour être un citoyen à part entière. Et également, il ne faut pas naturaliser d'étrangers. Il pourra y en avoir un tous les, je ne sais plus combien, tous les 30 ans ou quelque chose comme ça. Et ça sera l'occasion d'une cérémonie grandiose parce que ce sera forcément quelqu'un qui l'a mérité, etc. Donc c'est un texte un peu surprenant par certains côtés. Il n'a pas eu d'écho direct sur l'île, mais si vous voulez, il insère bien la révolution corse dans des débats internationaux, puisque Paoli, lui, se classerait dans le courant dominant parmi les philosophes, avec l'idée d'un développement économique, etc. Rousseau, il il espère la réalisation en Corse de son idéal politique. Vous vous rappelez, je ne l'ai pas reprise là, la formule du contrat social, où il dit « cette petite île étonnera le monde », etc. Il pense à quelque chose de ce genre, à un modèle de société diffusable ensuite ailleurs. Alors Paoli lui-même, il se situe dans un cadre idéologique différent, à la fois de Salvini et de Natali et de Rousseau. Et sa pensée, au fond, s'exprime dans ses lettres, bien sûr, qui sont en cours de publication par Antoine-Marie Graziani, mais aussi dans la Constitution de 1755. Alors, les différences avec Salvini et Natali sont aussi dues au fait que ceux-ci s'adressent quand même beaucoup à un public extérieur, aux États européen qu'il s'agit aussi de ne pas froisser, tandis que la Constitution de Paoli est surtout à usage interne. Elle est sans aucun doute l'œuvre de Paoli lui-même, qui est général de la nation depuis quelques mois, et il dira d'ailleurs en 1768 « Je défendrai cette forme de gouvernement qui est presque entièrement mon œuvre ». Ça veut dire que la Constitution, il n'en est peut-être pas l'auteur à proprement parler, mais c'est lui qui l'a mise en forme. Là aussi, comme chez Rousseau, le terme de constitution, d'où des débats fréquents, ne correspond pas exactement à ce qu'on entend par constitution traditionnellement en France, où on considère que dans une constitution, tout est écrit dans le détail, tous les rapports entre tous les pouvoirs, etc. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. La constitution anglaise, elle est aussi extrêmement limitée en taille. Donc c'est plutôt un texte général d'orientation. Alors la Constitution, elle fixe, d'abord elle le dit elle-même, elle fixe de façon stable des institutions que la Corse s'est données en 25 ans de lutte. Et il faut y ajouter quand même aussi la culture acquise par Paoli à l'extérieur, puisqu'on sait qu'il y a au moins 2 auteurs très importants politiquement qu'il connaît. Un, c'est Machiavel, que très souvent il cite sans dire que c'est du Machiavel, mais dans l'optique de l'époque, on le comprendrait, et Montesquieu aussi. Et ça joue un rôle, mais enfin inférieur quand même à celui de la tradition insulaire. Toutes les institutions qu'il crée ont déjà fonctionné, mais de manière informelle. Et puisque dès la consulta de 1735, il y avait un système de gouvernement provisoire, mais les mots nouveaux choisis par Paoli sont importants. Constitution, d'abord le mot constitution, ça implique évidemment l'organisation permanente d'un État indépendant et non plus un gouvernement provisoire jusqu'à un accord avec Gênes ou avec un autre État. Il parle de diète aussi pour désigner l'Assemblée. En fait, le mot consulta va rester dominant, mais l'idée de diète par rapport au consulte, c'est que des consultes, tout le monde pouvait en convoquer à la limite. Quand une révolte reprenait contre Gênes, une piève écrivait aux autres « consulte à tel jour, à tel endroit ». Tandis que là, la diète, c'est quelque chose qui va se réunir régulièrement à des dates prévues, etc. Et le mot de nation prend aussi le sens politique qu'on lui donnera dans la Révolution française. Il ne renvoie plus, puisqu'évidemment l'origine du mot, c'est l'idée qu'on est né au même endroit, qu'on a une origine commune. Ici, ça prend tout à fait un autre sens qui pourrait être, selon les contextes, le parti patriote ou la structure qui de l'ensemble des citoyens. Alors, le préambule est très important, on peut s'y arrêter un peu. D'abord, il ne parle plus du tout d'exception tyrannique, du fait que la Corse soit un cas spécial. Il dit le peuple corse, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté. Là, tout est important. Légitimement maître de lui-même. Ça veut dire que l'état normal des peuples, c'est la liberté, bien sûr, et ayant reconquis sa liberté.
reconquis, ça veut dire que l'état d'origine, c'est la liberté. Si on ne l'a pas, c'est qu'on en a été privé, mais ce n'est pas normal. Hein. La liberté est donc naturelle à l'homme. Et un manifeste de 1761, donc émanant aussi du gouvernement de Paoli, parle de cette liberté naturelle avec laquelle on naît. Et alors, autre chose aussi, le but du gouvernement, c'est d'assurer la felicità della nazione, le bonheur de la nation. Ça aussi, de nos jours, ça a l'air évident, hein, ce genre de formule. À l'époque, ça ne l'est pas du tout. Hein. Le cadre général, donc, reste celui des Lumières. Hein. Saint-Just dira plus tard, le bonheur est une idée neuve en Europe. Hein. Vous savez, si on avait demandé à Louis XIV ou à Louis XV si leur but c'était d'assurer le bonheur de la nation, on aurait dit que non. Hein. Peut-être la grandeur de la nation, mais pas le bonheur. Et donc la Révolution corse renonce là à chercher le soutien de pouvoir établi. Puisqu'au fond, je crois que Paoli a compris à ce moment-là que la Corse aura toujours, pour les puissances européennes, la plupart en tout cas, le défaut d'avoir renversé son prince. Et donc, les alliés possibles, ce sont les philosophes, ce qu'on appelle les philosophes à l'époque. C'est le courant des Lumières en Europe. Alors, autre chose, les pouvoirs exécutifs et législatifs sont relativement séparés, puisque les décisions de la Diète ne dépendent pas de l'exécutif. Le général n'y siège pas, hein. Il préside le Conseil d'État qu'elle élit. Alors visiblement, il est nommé à vie, hein, sauf démission ou destitution. Chaque année, il présente un compte-rendu de mandat et son vote est décisif dans le domaine militaire, dans les affaires étrangères, etc. Donc quand on dit le général, Paoli, c'est capo général, chef général, hein, disons, c'est-à-dire c'est le pouvoir exécutif, hein, voilà, pour parler en termes plus moderne. Alors cette apparente séparation des pouvoirs ne va pas beaucoup plus loin, puisqu'aucun pouvoir judiciaire différent du législatif n'est signalé, et la plupart des jugements sont rendus par des juridictions spécialisées, le syndicat, et la Diète peut aussi instituer une giunta di guerra dans des circonstances exceptionnelles de guerre, mais comme la guerre est permanente, la situation aussi est exceptionnelle en permanence. Donc la justice est quand même un rouage du pouvoir politique. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la guerre et la popularité de Paoli interdisent l'expression d'opposition nette. Personne ne dit qu'il est en désaccord direct avec Paoli. Mais parfois, il n'arrive pas à imposer sa volonté. Par exemple, quand il essaie de réduire le nombre de membres de la Diète de 300 à 67, en demandant qu'il y ait un député par piève et non plus un député par commune, il n'arrive pas, la décision est votée, mais finalement, on voit qu'il n'est pas arrivé à l'appliquer. Les gens continuent à désigner un délégué par commune. Et la Diète a parfois refusé d'adopter les propositions. Par exemple, en mai 1764, il demande que le Conseil d'État qu'il préside ait un droit de veto absolu sur les votes de la consulte. Et la consulte refuse de le voter. Elle accepte un veto suspensif, c'est-à-dire que ça puisse revenir à une session suivante, mais pas être annulé définitivement. Et en 1764 aussi, Boutavogo rédige un mémoire au sujet de la constitution politique à établir en Corse, qu'il adresse d'ailleurs à Rousseau, c'est lui l'interlocuteur corse de Rousseau. Ce document, il insiste vraiment beaucoup sur la séparation des pouvoirs, le refus d'une justice arbitraire. Il revient encore sur la place qui devrait être accordée à la noblesse. Donc il manifeste quand même une certaine opposition au point de vue paoliste, indirect, disons. Et autre chose aussi, on voit que Paoli est quand même tenté aussi de négliger un peu les rouages officiels de l'administration. Comme on disait, l'État est en guerre permanente et le pouvoir militaire, l'organisation militaire, les capitaines d'armes, les commissaires par piève, les capitaines d'armes par commune, deviennent une sorte de pouvoir politique parallèle, qui est structuré et efficace, qui permet de faire passer les choses beaucoup plus vite que par le pouvoir civil, disons. Il y a un autre livre qui dit un peu ce que fait Paoli, qui est un livre sur lequel il faudrait insister, qu'il faudrait rééditer. Moi, j'ai personnellement un peu ce projet, qui s'appelle La Corsica ai suoi figli, la Corse à ses enfants, donc, qui est sans doute, moi j'ai tendance à penser que l'auteur est l'abbé Guelfucci, sans certitude. Pourquoi ? Parce que l'abbé Guelfucci est quand même un très proche de Paoli, et on trouve dans ce livre
des formules exactement semblables à celles qu'on a dans la correspondance de Paoli. Donc, comme ce n'est certainement pas Paoli lui-même qui a pris le temps d'écrire un livre entier à l'époque, mais c'est quelqu'un de très proche. Donc, on peut penser à Guelfucci. Alors, ce livre insiste sur la nécessité d'un gouvernement fondé sur des lois justes, recherchant l'utilité publique et le bien des sujets, et il définit, ce qui est rare à l'époque, il définit le régime corse comme république démocratique. L'état de république que vous représentez aujourd'hui exige un esprit d'égalité. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, les Corses évitent en général le terme de république, même si objectivement c'est une république, bien sûr, par refus de la République de Gênes. Quand on dit à République à l'époque, c'est Gênes. D'où même des formules restées en proverbe, comme diastème à République en Casatouille. C'est la République de Gênes. Et du coup, on appelle la Corse le royaume. Il règne, même si son organisation de fait est démocratique. Mais là, on a vraiment l'idée de république et d'égalité. Autre chose aussi, il ne regrette pas l'absence d'aristocratie. Donc là aussi, on rejoint plutôt le point de vue de Paoli. Et il insiste sur le combat contre des valeurs archaïques, comme le point d'honneur, peste et poison de la société humaine. Donc l'idée qu'il faut absolument combattre la vendetta et la violence traditionnelle pour instaurer un État moderne. Exemple, dans quel code est écrite cette loi très inique qui permet de défendre les mauvaises causes de ses parents et amis. Donc là, on a un point de vue qu'on pourrait qualifier d'anticlanique, anticlientélaire. Et les haines privées affaiblissent le corps social. L'homicide est la première cause de votre esclavage. Donc la justice doit être ferme et impartiale et il faut bannir le nom exécrable de parti. Donc c'est la justification de la lutte de Paoli contre la vendetta, notamment la transversale qu'il a réussi à éliminer, semble-t-il. Et Paoli aussi a été amené à théoriser au jour le jour dans sa correspondance ses orientations politiques. Alors ce qu'on peut remarquer chez lui, c'est quand même un pragmatisme extrême. C'est quelqu'un qui a eu une vie politique de 60 ans, on peut dire, donc il a évolué selon les circonstances. Mais il a quelques points de vue précis sur lesquels il ne revient jamais, quelques principes. Par exemple, il défend durant toute sa carrière le droit de chaque peuple à choisir son avenir, par le vote en particulier. Par exemple, à propos de la Corse, il dit « Les Génois n'ont aucun droit sur la Corse, mais même s'ils en avaient, cela ne les autoriserait pas à céder l'île à la France sans que les Corses aient voté à ce sujet. » Il dit par exemple « Je soutiendrai la cause de la liberté même si je me voyais sous la manadia », donc guillotine primitive, si on veut. Et dans son exil anglais, il regrettera que les circonstances n'aient pas permis que notre pays se gouvernât sous cette constitution qu'il avait élaborée lui-même. L'important, c'est élaborer lui-même. C'est que l'essentiel, donc, pour un Corse, pour un peuple, c'est d'être libre. Et il écrit lors de la conquête, « Les Français disent qu'ils ne veulent pas nous faire la guerre, mais ils ne dissimulent pas que nous devons être sujets de la France. Notre peuple ne se voit pas ainsi récompensé de tant de sang versé dans une si longue guerre. » Et il y a un épisode très intéressant où, à un moment donné où la monarchie française souhaite négocier avec Paoli, quand il est à Londres, le faire revenir en Corse, on lui envoie un ami à lui, Bentura Benedetti. Paoli était le parrain de son fils, donc c'est un proche, qui va le voir à Londres et qui fait un compte-rendu de ce que lui a dit Paoli. Et Benedetti a dit à Paoli, les Corses finalement ne sont pas si mécontents d'être les sujets de la France. Et Paoli répond, les Corses ont bien raison d'aimer mieux être sujet du roi de France que de quelque autre puissance que ce soit. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils fussent libres et non sujets. C'est particulièrement intéressant comme formule. Et donc il défend une démocratie modérée fondée sur l'observation de la loi. Le thème de la loi est très important chez lui. Il dit qu'il a instauré un régime où la loi est si claire que chacun peut l'administrer. Nous sommes les exécutants de la loi dont nous sommes les sujets, etc. Et au moment de la conquête française, on voit qu'il essaie à un moment donné de négocier avec la France, ça ne marchera pas, mais il dit, il demande le temps de réunir une consulte. Il dit, je ne suis pas maître de déclarer le peuple sujet de la France. Je demande un peu de temps pour le réunir, et s'il lui plaît de décider ainsi, je ne m'opposerai pas à cette décision, et j'irai vivre sous d'autres cieux, ceux d'un pays libre.
Et autre chose d'important, la liberté, c'est celle du peuple en tant que groupe, mais c'est parallèlement celle des individus. L'abbé Expilly, qui est venu rencontrer Paoli en 1756, est surpris d'ailleurs, c'est un Français de la France monarchique, et il discute avec Paoli, et il me répondit que la Corse était devenue pour ses habitants un pays libre, et qu'ils étaient les maîtres de s'y comporter comme bon leur semblerait par rapport à eux-mêmes, et que les étrangers, de quelque nation qu'ils fussent, jouissaient dans l'île d'une entière liberté. Et on se rappelle aussi que Paoli a été consulté sur l'installation de Juifs à Île-Rousse, où on lui demande s'ils peuvent pratiquer leur religion et s'ils peuvent voter, et il répond oui aux deux. Et après 1789, on verra que sa position modérée l'éloigne aussi bien des monarchistes que des révolutionnaires, que des démocrates sanguinaires, disons. Il condamne la période terroriste de la Révolution. Il dit ce gouvernement ne peut durer, il doit finir en guerre civile. Ces lois sont trop violentes et ne nous conviennent pas. Mais il rejette tout autant l'ancien régime français. Ceux qui, une nouvelle fois et sous le même despotisme, voudraient rendre la Corse sujette des Bourbons. Et il reste hostile aux monarchies absolues en général. On voit qu'en 1800, quand il y a en Corse une révolte soutenue par la Russie, il s'y oppose notamment en parlant de l'État russe. Ce gouvernement est-il à désirer pour un peuple qui a toujours combattu pour la liberté? Et on parlait tout à l'heure du marquis de Cursay. Quand le marquis de Cursay avait jugé nécessaire l'établissement d'une noblesse en Corse, Paoli dit, en gros, c'est pas sa faute, il est né esclave et officier. Et la parfaite égalité est la chose la plus souhaitable dans une démocratie. Et contrairement aux rumeurs, parce que souvent à l'époque on a dit que Paoli avait créé un ordre de noblesse ou avait installé un trône, ça c'est vrai qu'il a installé un trône, mais pas pour s'y asseoir lui-même, c'est pour symboliser le royaume. Et donc, autre chose aussi, les Corses ont goûté les fruits et les avantages de la liberté dans un gouvernement libre dans lequel toutes les conditions participaient. Donc il y a refus de tout ce qui est différenciation sociale trop forte. Et on voit que même dans sa vie quotidienne, alors il peut y avoir un aspect, pub vis-à-vis du peuple. Mais je crois que ça correspond aussi à des choses profondes. Quand pour un chef d'État, même de la Corse, même d'un pays pauvre, il y a des lettres où il demande un mulet. Pour franchir les monts, il va aller dans le Poumont, il lui faudrait un mulet. Bon, il cherche un mulet. Ou bien on lui parle de se faire un nouveau costume. Il dit que diraient les gens s'ils me voyaient deux costumes neufs en même temps. Et en 1790, on sait qu'il revient dans sa maison de Morosaille où on a installé des vitres. C'est le début des vitres. Jusque-là, il y avait que des volets. Et il les casse. Il les casse avec le pommeau de sa canne pour dire que du moment que tout le monde n'en a pas, il n'y a pas de raison qu'il y en ait dans sa maison. Et il formule aussi intéressante, l'égalité des droits résiste mal à une trop grande disparité des richesses. Et la cohérence donc de cette vision se vérifie dans chaque domaine de l'action gouvernementale. C'est le cas pour la justice. Au fond, quand on parle de la justice à Paoline, souvent on insiste sur sa dureté. Ce qui importe, ce n'est pas tant sa dureté que sa rapidité. Puisque dans un pays où tout meurtre risque de déclencher une vendette, ce qu'il faut que fasse l'État, c'est aller plus vite que la vendette. Donc il faut que le coupable soit arrêté avant que la famille de la victime se mette en branle et commence à le chercher, ou lui ou d'autres gens de sa famille. Et donc la répression a été très dure contre la vendetta transversale. Paoli appelle souvent à la mobilisation contre la vendetta. Comment voulez-vous conserver votre mérite auprès de la patrie si vous voyez avec indifférence couler à flot le sang de vos compatriotes? Et l'abbé Rossi, qui pourtant est peu favorable à Paoli, dit « Les Corses vivaient dans une paix profonde grâce à la justice prompte et impartiale du gouvernement national et avaient pitié des villes, donc contrôlées par Gênes, avaient pitié des villes qui vivaient dans la discorde. » Alors, il ne faut pas se cacher que les méthodes employées sont souvent expéditives. Il y a des choses que nous n'accepterions plus de nos jours dans une démocratie. Quand il dit « une demi-preuve suffit, un peu de sang versé en épargne beaucoup », bon, c'est sans doute ce qui éloigne le plus la pratique corse de l'époque des Lumières européennes. À remarquer quand même la répugnance qu'il exprime pour les méthodes violentes. Par exemple, quand on lui suggère de mettre à prix la tête du gouverneur génois Grimaldi,
puisque Gênes a fait assassiner des dirigeants corses, notamment Gaffori, etc., lui dit « Si nous jugeons cela détestable, nous pourrions mériter le même blâme pour le même motif. » Et il refuse de mettre à prix la tête du chef génois. Et autre chose aussi, bon, je vais abréger peut-être, les choix en politique internationale sont aussi inséparables d'une vision issue des Lumières. Il a une vision claire des rapports de force mondiaux. Bon, il est hostile à toute politique de conquête extérieure. Par exemple, bon, de la part de la Corse, ça va de soi, mais même de la part de la France révolutionnaire, quand la Corse en fait partie, il est plutôt hostile à l'expédition de Sardaigne qu'on mène contre le bon roi et la pauvre Sardaigne, dit-il. Il dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous n'avons pas besoin de guerre ni de conquête, mais de liberté et de paix. Et autre chose aussi, en 1801, donc là on est près de sa mort, il trouve que ce serait à la France et à l'Angleterre, qui sont les pays, disons, les plus dans l'esprit des Lumières, de se mettre d'accord entre eux et de s'opposer plutôt au régime qu'ils jugent traditionnel ou réactionnaire, comme la Prusse, la Russie, etc., plutôt qu'à s'affronter entre elles. Et au plan économique, bien sûr, bon, Rousseau, on l'a dit, lui souhaite le moins de développement possible, mais les principaux courants corses y sont tous favorables. Déjà Théodore en son temps, l'action de Paoli est bien connue, avec, on l'a dit, la création d'Île Rousse, la frappe d'une monnaie pour abolir toute trace de l'antique servitude, comme pour en obtenir le profit qu'en tirent tous les autres États. Et le développement culturel aussi est bien sûr une priorité. La fondation de l'université, au fond, a un double objet. C'est répandre la culture et former des cadres, puisque on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le débat. Un des grands problèmes de la Corse paoline, c'est le manque de cadres à la fois compétents et sûrs, disons, ceux qui ont ces deux qualités. Et à remarquer aussi que ce qui situe bien Paoli dans l'esprit des Lumières, les rapports avec l'Église, puisqu'ils ne sont pas d'hostilité. Bon, évidemment, dans la France révolutionnaire, en 89 et dans les années suivantes, l'Église est un pilier du pouvoir monarchiste, donc la Révolution la trouvait nécessairement sur son chemin. Rien de tel en Corse, bien sûr, où le clergé de base participe à la Révolution et lui fournit ses cadres. Pour n'en citer que quelques-uns, on a donc les théoriciens, Salvini, Natali, Guelfucci, ce sont des prêtres. Le responsable du journal officiel, ministre des Finances, c'est Rostine, c'est un prêtre. Le dernier résistant armé au nom de l'État corse, c'est Circini, loin bien sûr. Mais en même temps, pour Paul, il importe d'intégrer le clergé à la vie de l'État, de limiter son autonomie. Par exemple, il y a un envoyé anglais qui écrit que la religion n'a pas un grand poids pour lui, alors qu'il est certain qu'il est croyant. Ça, tout ce qu'il dit et écrit l'indique. Quand il dit la religion, ça veut dire l'Église comme institution. Et il tient à sa liberté de pensée et de raisonnement. Il y a une lettre où il dit « Je suis un homme qui sert Dieu comme son Père céleste et non comme un esclave à la cour d'un souverain. » On voit bien la distinction, croyance mais libre arbitre. Et sa vision religieuse peut sembler d'ailleurs déiste plus que purement chrétienne. Il dit par exemple, nous ne sommes pas faits tout seuls, nous sommes la création de l'auteur de la nature. Donc un Dieu créateur. Et en Corse, évidemment, les deux, la religion et la politique sont étroitement liées, dans la mesure où l'Église détenait depuis le haut Moyen-Âge l'alto dominio, la domination suprême sur l'île. Et le clergé corse, sous Paoli, a visiblement admis que dans certains domaines, les choix dépendent de l'État. Par exemple, le gouvernement corse a interdit tout commerce avec les évêques et donc de recevoir leurs édits, ordres ou lettres. Les évêques sont génois, ils sont réfugiés dans les villes. Et il refuse le versement des dîmes donc à ses évêques et il fait saisir les dîmes au profit de la nation. Et on accepte visiblement sans problème aussi l'utilisation de cloches ou de tabernacles pour la fabrication de canons ou de monnaies. Et on voit en 1791 aussi que Paoli est favorable à la constitution civile du clergé et arrive à convaincre de nombreux prêtres de prêter le serment à la Constitution, tout en disant, sans les y contraindre, il dit « Jurez de bonne foi, ne jurez pas contre votre conscience, mais éclairez-vous ». Et alors qu'à l'époque, il est comparé dans des tracts à Saül, persécuteur de l'Église, etc.
Et il commente ironiquement les textes de l'évêque de Verclos. Voyez cette lettre et dites si elle ressemble en quelque façon à celle des apôtres. Donc, si vous voulez, je vais peut-être arrêter là. Si on compare au fond la vie politique de la Corse à l'époque à celle des pays en révolution dans la même période, il me semble évident qu'elle a un caractère démocratique et qu'il y a des débats occultés par la guerre, occultés par le poids de la personnalité de Paoli, puisque personne ne va dire « je suis contre Paoli ». Bon, ça c'est clair. Mais par des biais, on peut s'opposer quand même à lui. Autre chose aussi, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de répression violente contre des opposants pacifiques, ni d'attaque directe du général contre la consulta. Si on compare à d'autres pays en révolution, la révolution anglaise du XVIIe, à un moment donné, Cromwell en a marre des débats du Parlement et il le fait évacuer par les troupes. Il dit « Allons, allons, nous en avons assez de tout ceci, je vais mettre fin à votre caquetage. » Bon, il n'y a rien de ce genre, je ne sais pas, ou pensons à la Révolution française où on contraint la Convention à voter l'arrestation des Girondins en mettant des canons devant la porte. Les députés veulent sortir, on dit canonnier à vos pièces, ils rentrent et ils votent. Il n'y a jamais rien eu de ce genre dans la Corse paoline. Et donc les consultes sont quand même assez proches de ce que nous considérons aujourd'hui comme une vie démocratique véritable. Donc c'est un régime qui a fondé sur le respect de la loi, globalement, qui a fonctionné durant 40 ans sans revenir à un pouvoir aristocratique ou despotique. Donc c'est au fond le premier gouvernement de l'époque à démontrer que la démocratie peut exister dans le monde moderne, sous une autre forme que des explosions brutales de population en colère, mais sous une forme stable et sereine. Alors évidemment, la fin de ce régime, on peut en débattre aussi longuement. Est-ce qu'elle est due uniquement à l'intervention militaire française? Est-ce qu'elle est due à des contradictions internes? Bon, moi, il me paraît évident qu'à 99%, c'est l'intervention militaire, bien sûr. Après qu'il y ait eu des faiblesses qui ont facilité cette intervention, c'est certain. Mais on a globalement quand même un exemple. Et je me rappelle ce que disait Lady Rose, souvent le regard extérieur nous aide à étudier notre propre pays. Elle voyait trois moments importants, trois aspects importants de la Corse, où la Corse apporte au plan mondial. C'est la préhistoire et l'estantari, les statues menhirs, etc. Ce sont les croyances traditionnelles du type mazérisme, etc. Et c'est la période paoliste où la Corse joue un rôle dans la progression de la réflexion au plan européen. Enfin, le plan européen de l'époque, c'est le plan mondial. Voilà, je m'arrête là.